Bonjour, bonjour au Deauville Green Award. Alors nous allons passer une heure ensemble pour parler du greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? Comment on le reconnaît? Comment on l'évite? Pour parler du sujet, j'ai autour de moi Gilda Bonnel. Gilda Bonnel qui est président et fondateur de l'agence CIDIES, c'est une agence de communication plus responsable. Expert en stratégie et communication en transition écologique et qui est également président de la commission RSE de la ACC. Bonjour Gilda. Luc Wise, qui est fondateur et dirigeant de The Good Company. The Good Company qui est la première agence de publicité à être 1% for the Planet, une agence B Corp et une entreprise à mission. Et puis Alexandre Pache, qui est conseil en communication responsable et également maître de conférences associé à l'université de Cergy, où il enseigne la RSE et la communication responsable. Voilà, donc nous allons voir en trois parties comment analyser le greenwashing. Alexandre, on va voir un peu quel est le rôle de la formation et de la sensibilisation qu'il faut faire en amont. Avec Gilda, on verra comment la démarche s'inscrit dans une réflexion stratégique d'entreprise. Et puis, Luc, on verra comment elle s'exprime dans la prise de parole de la marque. Alors, Alexandre, on attaque. D'abord, le greenwashing. Ce n'est pas un terme qui est nouveau, hein, ça fait 30 ans qu'il existe. Il est né dans les années 90. Donc, on en parle depuis bien longtemps. Comment est-ce qu'on définit le greenwashing et comment est-ce qu'on le reconnaît ? Il faut être clair sur la définition du greenwashing parce qu'il y a eu beaucoup de traductions qui rendaient la chose difficile à comprendre. On a parlé d'éco-blanchiment, de verchiment. Bon, non, c'est pas ça. C'est l'écologie de façade. Et c'est en fait un mensonge vert. C'est une entreprise ou une collectivité ou l'État, pourquoi pas, qui s'affirme comme étant écologique alors qu'il ne l'est pas. Alors, le problème, c'est que ces dernières années, il y a une défiance croissante des citoyens consommateurs envers les entreprises et envers les collectivités qui fait qu'on a tendance à considérer que tout est greenwashing. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'écologie, ah non, c'est du greenwashing. Dès qu'une publicité qui parle d'écologie, ah, c'est du greenwashing. Non, tout n'est pas greenwashing. C'est-à-dire il faut voir qu'il y a quand même des entreprises qui font des choses positives. Il y a beaucoup de collectivités territoriales qui font des choses positives. Parfois, l'État, l'Union européenne, une communauté de communes peuvent faire des choses positives. Et dans ce cas-là, il faut le dire, il ne faut pas systématiquement dire que c'est du greenwashing. Donc, alors, comment est-ce qu'on le reconnaît ? Alors là, je vais demander de passer l'image qu'on a préparée. En fait, il y a 8 sortes. Voilà, donc il y a 8 façons de mentir. Donc si on part du principe que c'est un mensonge vert, il n'y a pas une seule façon de mentir. Il y a le fait de dire une contre-vérité, mais il y a 7 autres façons de mentir. Alors je vais prendre des exemples. Donc contre-vérité, c'est facile. C'est par exemple la présidente d'un grand opérateur français du nucléaire qui dit à la radio le nucléaire c'est zéro pollution. Bon, bah ça c'est une contre-vérité. C'est le premier type de greenwashing. Deuxième type de mensonge, c'est le mensonge par omission. On oublie de parler de quelque chose. Alors, j'ai pris des notes pour ne pas me tromper. C'est par exemple parler de l'impact carbone d'un produit sans parler des autres pollutions. Ça c'est un mensonge par omission. Troisième type de mensonge, le mensonge par sous-estimation. Donc c'est par exemple un constructeur automobile qui va vous dire « Oui, bah, nos voitures diesel, bah, elles émettent un peu de fines particules, mais très peu. » Non, pas très peu. C'est-à-dire que quand on regarde de près, on se rend compte que ce n'est pas très peu parce qu'il faut que la voiture roule à 50 km/h pendant un certain temps. Et en plus, cette voiture ne va pas filtrer les fines particules les plus fines. Donc là, c'est un mensonge par sous-estimation. Vous avez le mensonge par surestimation. Alors, c'est par exemple un grand énergéticien qui va faire une pub sur ses éoliennes en disant « Regardez, on a un grand programme d'énergie renouvelable, sauf que c'est peanuts dans ses investissements. » Donc ça, c'est un mensonge par surestimation.
Après, vous avez le mensonge par faux témoignage. Alors, le mensonge par faux témoignage, il y a eu récemment un cas frappant. On s'est rendu compte, un grand pneumologue qui, depuis des années, aux États-Unis, sortait des études qui relativisaient le rôle du tabac dans les graves affections cardiovasculaires, on s'est rendu compte qu'en fait, il était payé depuis 20 ans par un fabricant de tabac. Donc, ça, c'est un mensonge par faux témoignage. Vous avez le mensonge par distraction. Alors, le mensonge par distraction, c'est celui qui va attirer votre attention sur quelque chose alors que c'est un faux problème. Par exemple, il y a un exemple célèbre qui est une lessive qui se prétendait écologique parce qu'elle était efficace dans le lavage à froid. Alors on se disait, ah bah oui, c'est beaucoup plus écologique, c'est bon pour la planète, parce que comme ça, il n'y a pas d'émissions de carbone. Sauf que non, parce qu'en fait, quand on regardait de plus près, on se rendait compte que toutes les lessives lavaient bien à froid, contrairement à ce qu'on pense. Et que le vrai problème des lessives, c'est pas ça. Le vrai problème des lessives, c'est l'écotoxicité, notamment sur l'eau et sur les créatures qui vivent dans l'eau. Donc j'ai presque fini, il en reste 2, le mensonge par confusion. Alors le mensonge par confusion, c'est le baratin incompréhensible et invérifiable. Alors on vous dit que l'ARS, c'est un processus itératif d'un référentiel dans le cadre de la gouvernance, de la résilience. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un baratin invérifiable auquel on ne comprend rien. Et puis, je finis avec le dernier type de greenwashing, c'est le mensonge par culpabilisation. Alors c'est par exemple une marque de voiture qui va vous dire « Non, mais c'est pas nous qui polluons, c'est pas nos voitures qui polluent, c'est vous qui conduisez mal. Il faut que vous fassiez un stage d'éco-conduite. » Alors vous avez de la chance, Fiat, j'ai cité une marque, vous avez de la chance, on a prévu des stages d'éco-conduite, c'est pas long, ça dure 48 heures, et puis après, vous n'allez pas polluer, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez polluer. Voilà, donc ça, c'est les 8 façons que j'ai recensées de mentir. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, déjà, si on évite ces 8 choses-là, c'est déjà bien. Alors, il y a une autre condition pour éviter le greenwashing, mais ça, je le dirai à la fin. D'accord, très bien. Et pourquoi les entreprises font du greenwashing alors ? On sait qu'on en a beaucoup parlé entre nous. Il y a le déni pur et simple. C'est les entreprises qui ont une culture d'entreprise qui est complètement contradictoire avec la communication responsable. Vous avez la distraction, la mauvaise information. Vous avez... Tu pourrais répondre. L'inculture aussi, parfois. Quoi ? L'inculture. Oui, la culture de l'entreprise, souvent la culture de l'entreprise, la paresse, le fait de traiter ça par-dessus la jambe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, je pense qu'il y a un sujet d'inculture, c'est-à-dire qu'on peut regarder ça comme des cultures d'entreprise qui sont trop éloignées des sujets, qui sont trop préoccupées par leur propre ADN et par leur propre système, qu'elles en oublient de regarder le monde autour d'elles. Donc ça, c'est un problème de culture. Mais il y a aussi de l'inculture de la part des communicants. Et quand je dis des communicants, si je viens depuis la première année, je transmets mes amitiés à François et à l'organisation de ce festival, c'est parce que je pense qu'il faut absolument parler à tout le monde. Et ce n'est pas uniquement aux agences, ce n'est pas uniquement aux annonceurs, mais c'est aussi aux producteurs, c'est aussi aux réalisateurs. Comprendre qu'il y a une interprétation. Moi, j'aime à dire que nous ne sommes pas des passe-plats. On a une intention. Et donc, on a besoin d'avoir une culture et de comprendre les enjeux qui se jouent derrière les représentations que nous véhiculons dans les images et dans les propos. Donc, on pense beaucoup qu'il y a de la malice. Moi qui travaille depuis des années sur ce sujet-là, vraiment, c'est rare, à la fois, il ne toque pas à la porte de C dièse ou de The Good Company, hein, mais c'est rare que ça soit malicieux. C'est plutôt une espèce de mauvaise appréciation de tous les signaux faibles qui peuvent être envoyés dans des messages ou dans des images à travers leur communication. D'accord. Quels sont donc l'impact du greenwashing pour les entreprises ? On le sait, voilà, il y a beaucoup. D'abord, il y a des impacts réputationnels, mais si on va au-delà, si on regarde de façon plus large, quel est l'impact du greenwashing pour les entreprises et pour leur public aussi ?
Si je réponds, je pense que le premier impact aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Le premier impact, c'est la dissonance cognitive pour les collaborateurs qui vivent dans un système, hein, on est à l'ère de la grande démission, qui vivent dans un système dont ils peuvent de plus en plus percevoir ou interpréter des signaux qui sont déconnectés. Et on sait que le citoyen, le consommateur, mais le collaborateur en premier lieu aujourd'hui, vraiment aujourd'hui c'est de ça dont on parle, ressent profondément la dissonance qu'il peut y avoir entre l'emphase d'une communication sur des vertus données à un produit ou à un service et la réalité qu'ils connaissent de la conception, de la production, de la distribution du produit en question. Et ça, c'est catastrophique en fait. Parce que tout d'un coup, ça donne dans la société de défiance dans laquelle nous sommes, mais aussi dans une société à l'état psychique très abîmé, hein. Je ne parle pas du Covid, ça date de bien avant, ça met le feu aux poudres. Mais pour revenir sur la définition du greenwashing, parce que ça fait plus de 15 ans qu'avec Alexandre, on bat les plateaux sur ce sujet-là, moi, il y a un truc qui m'intéresse tout particulièrement, c'est aussi de comprendre comment est-ce que nous, les communicants, parce qu'il s'agit d'un sujet de communication, comment est-ce qu'on est en capacité de faire la différence entre ce qui est du domaine du dérapage, de la faute de quart, bah, voilà, ma voiture est écologique, ma brosse à dents est bonne pour la planète, toutes ces conneries, et honnêtement, on est dans un pays hyper régulé et il n'y a pas de gros sujet. En revanche, il y a un énorme sujet qui est l'acceptabilité de la publicité, et Luc va reprendre le ballon derrière moi, qui est qu'aujourd'hui, le droit d'opérer, the license to operate, comme disent les Américains, de la publicité est remis en cause profondément dans notre société. Et donc ça amène à ce que disait Alexandre, c'est-à-dire on met tout dans le même sac. On pense que si une compagnie aérienne fait des campagnes de pub dans le métro pour vous vendre les Seychelles pendant 8 jours, ou un tour opérateur, etc., on entend, c'est du greenwashing. Or, ce qui se cache derrière ça, c'est pas du tout le même sujet. C'est vraiment, tout d'un coup, une société qui est en train de muter, qui a un niveau de conscience et un niveau d'inquiétude sur le péril climatique, mais aussi sur la chute de la biodiversité, qui fait naître une profonde angoisse dans la société et qui, tout d'un coup, a tendance à tout confondre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut donner un blanc-seing à toutes les entreprises qui ont, par leurs activités, un impact important par leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut que nous, professionnels, on arrive à faire la part des choses quand même. Et moi, ce que j'aime dire à mes clients, c'est qu'on soit capable de circonscrire là où on a de la puissance, là où on a de la capacité de transformer. Moi, je ne sais pas dire à Air France, voilà, tu vas faire du vélo, quoi. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est vraiment de mieux accompagner le fait que les activités, quelles qu'elles soient, ont des impacts et ne sont pas tous des pure players des solutions et des innovations au service d'une sobriété dans notre économie. Donc, c'est comment est-ce qu'on les accompagne pour faire ce chemin-là. Luc, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, non, mais moi, je suis un rookie par rapport à Gilda, Alexandre. Je réfléchis au sujet depuis un peu moins longtemps. Oui. Moi, ça fait depuis 2019 qu'on a créé The Good Company. Et c'est vrai que, de la même manière que Gilda a dit juste avant qu'on commence à parler, j'en ai un peu marre de parler du greenwashing. Pendant longtemps, en fait, le greenwashing, c'était pas un sujet pour moi. Peut-être parce qu'on a créé l'agence en 2019 aussi, et on le sait statistiquement, entre 2007 et 2018, l'ADEME, l'ARPP a fait beaucoup de choses pour réduire le greenwashing, et statistiquement, le greenwashing a diminué sur cette période-là. Et pour moi, à ce moment-là, et Gilda, tu le rappelais, la publicité est très régulée en France. L'ARPP y veille, et la publicité classique, en tout cas, est très, très réglementée. On ne peut pas dire n'importe quoi aujourd'hui dans la publicité, et si on le fait, on en fait les frais. Donc pendant longtemps, ce n'était pas mon sujet. Moi, mon sujet à moi, au début du Good Company, c'était, pour moi, l'ennemi, ce n'était pas tant le greenwashing que le green nothing.
Moi, je partais du constat que les entreprises étaient clés dans la transition écologique et sociétale, et que donc les entreprises devaient faire, et les marques faire savoir. Et moi, ma peur était plutôt que les entreprises ne fassent pas savoir ce qu'ils faisaient de bien, et en ayant peur de communiquer, ils ne créaient pas de valeur d'exemple, ne faisaient pas la promotion de mode de vie et de style de vie plus responsable, et on ne faisait pas bouger les lignes. Et donc au début, le greenwashing, je me disais, c'est un peu les effets collatéraux, c'est un peu les fautes d'écart que tu évoquais, Gilda. Et c'est vrai que ça mène aujourd'hui, c'est une raison pour laquelle je suis là, au-delà de mon amitié pour François et le festival, mais ça me préoccupe davantage. Depuis 2019, on voit que le greenwashing remonte. Il remonte en matière de publicité. Et même, je pense qu'il dépasse la publicité. C'est un peu ce que disait Alexandre. C'est-à-dire que il y a encore 10 ans, le greenwashing, c'était un sujet publicitaire. C'était un sujet technique. Aujourd'hui, toute la société fait du greenwashing. On le disait, les politiques font du greenwashing. Quand M. Macron dit « Make the planet great again », si ce n'est pas suivi d'effet, c'est une surpromesse qui n'a pas de preuve. Si c'est un message publicitaire, si une marque disait « Make the planet great again » et derrière il n'y avait pas de preuve, il se ferait épingler par la RPP. Si on est un peu provoquant, on peut même dire que les COP qui se succèdent sont du greenwashing, au sens où je fais une promesse environnementale que je sais ne sera pas tenue. Il y a tous les débats aussi, est-ce que le développement durable, le terme même de développement durable, c'est pas du greenwashing, puisque c'est une promesse qui est compliquée. Aujourd'hui, il y a plein de débats sur la croissance verte. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que le terme réchauffement climatique, c'est pas du greenwashing ? Dans le sens où j'utilise un euphémisme pour rendre moins grave quelque chose qui est grave. On aurait utilisé des mots comme urgence climatique ou catastrophe climatique. Peut-être qu'on aurait moins adouci le problème et rendu les choses plus faciles à comprendre pour les gens. Donc moi, ce qui m'embête, c'est que bien sûr, les publicitaires ont leur responsabilité. Moi, c'est clair que je n'ai pas envie de faire du greenwashing pour des raisons morales et puis pour mes clients et puis même pour ma crédibilité à moi, parce qu'on s'appelle The Good Company, donc si je me mets à faire du greenwashing, je ne serai pas très crédible et mon modèle de business et ma crédibilité ne durera pas longtemps, mais j'ai envie de dire qu'au-delà de la publicité, il y a la question d'effectivement les marques, qu'est-ce qu'elles doivent dire dans la cité ? Question numéro 1, est-ce qu'elles ont le droit encore de parler dans la cité ? Est-ce qu'elles sont encore crédibles ? Ce point de Gilda. Puis l'autre point, et j'en parlais avec Alexandre avant, c'est, deuxième question, c'est est-ce que le greenwashing aujourd'hui est devenu quelque chose de plus qu'un sujet publicitaire de communicants ? Est-ce que ce n'est pas devenu un système qui est très dangereux ? Je donne un exemple, je rebondis sur l'exemple d'Alexandre. Je ne crois pas une seule seconde que les publicitaires qui travaillaient sur Volkswagen il y a une dizaine d'années, qui faisaient des publicités pour leur voiture avec des moteurs thermiques, mettaient en doute les preuves concrètes des émissions qui leur fournissaient les ingénieurs à Wolfsburg. Et donc moi, ça m'interroge parce qu'en tant que publicitaire, je peux interroger mon client, poser la question à mon client, des preuves, les vérifier. Mais à un moment donné, là, si le greenwashing il est endémique à toute l'entreprise, nous, en bout de chaîne, on peut challenger, on peut dire, on peut essayer de comprendre. Mais à un moment donné, si le greenwashing il est aussi dans toute l'entreprise et qu'il est endémique même au système, là, c'est très compliqué pour nous de faire de la publicité crédible. Voilà, encore une fois, l'exemple de Volkswagen. Volkswagen, historiquement, est une marque qui faisait de la publicité très honnête, très sincère, qui avait cette culture du no bullshit. Et puis, quand il y a le Dieselgate qui éclate, c'est vrai que je pense qu'aucun des publicitaires ou des communicants qui travaillent pour Volkswagen était au courant de ça. Donc c'est là où ça m'emmerde, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, parce que je me dis que le greenwashing a pris une place dans la société qu'elle n'avait peut-être pas il y a une dizaine d'années. Elle est partout, elle est dans les messages des politiques, elle est dans la façon de fonctionner des entreprises, et elle est bien sûr dans la communication, mais elle n'est pas que dans la pub. Et il y a un autre truc aussi, j'arrête là-dessus parce que j'étais un peu bavard, parce que je suis fatigué, mais il y a un autre truc, c'est qu'on sait aussi que la publicité classique est quand même, et tant mieux, très régulée. La RPP fait un super boulot, l'ADEME aussi, l'Union des marques, enfin il y a pas mal d'instances qui surveillent tout ça. Mais on sait qu'il y a 3-4 fois plus de greenwashing sur les réseaux sociaux.
Pourquoi? Parce que c'est pas surveillé. Parce que aussi, et je reprends ce qu'on disait sur l'inculture ou le manque de réflexe, parce que ça va très vite. On est aussi dans une course tout le temps à produire du contenu. Et quand on va vite, quand vous allez vite, vous faites des conneries. Et donc les gens font des conneries. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'ils font. Ils produisent. On est tous dans ce système de... Et puis je pense que ça aussi c'est une raison du greenwashing, c'est qu'on est tous dans une course frénétique de production de contenu et on ne prend pas le temps de vérifier les choses, vérifier des preuves, vérifier un brief, discuter avec un client, comprendre le process, ça prend du temps. Et on est de plus en plus dans un monde où il faut aller vite, où il faut produire tout le temps, et c'est souvent au détriment de la qualité, y compris la qualité et la sincérité du message. Bon, sur ça j'arrête, mais voilà. Oui, puis il y a les réseaux sociaux et effectivement, tout le monde a la parole et du coup, les consommateurs dénoncent eux-mêmes certaines campagnes. Donc il y a un poids aussi des consommateurs qui est important. Oui. Et on va revenir sur cette question de stratégie d'entreprise, mais je voudrais, Alexandre, que puisque tu enseignes sur toute la RSE, comment est-ce qu'on forme les futurs responsables et communicants pour éviter le greenwashing? Comment ça se passe? Il faut leur donner une méthode, c'est-à-dire qu'il faut attirer, d'abord éduquer leur œil pour qu'ils arrivent à reconnaître le greenwashing, parce que ce n'est pas si évident. Et alors, nous, il y a une règle, je dis nous, c'est un travail collectif qu'on a fait il y a quelques années. Il y a une règle importante aussi qu'on met toujours en avant, c'est qu'il faut un tiers de confiance qui garantit ce que vous racontez. C'est-à-dire que dans une société de défiance, ce que dit une entreprise n'est pas crédible, sauf exception, enfin c'est très peu crédible. Donc vous avez besoin de prouver ce que vous dites. Et comment vous allez prouver ce que vous dites? En étant validé par un tiers de confiance. Alors c'est quoi un tiers de confiance? C'est un label AB, agriculture biologique. C'est une évaluation ISO 26000. C'est un label, je ne sais plus si ça s'appelle label ou pas, ISO 14000. Bon, c'est technique, hein, c'est technique. On les confond tous quand on ne connaît pas, mais c'est ça la vraie preuve. C'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un certificateur indépendant. Ça peut être aussi, vous savez qu'il y a une obligation pour les grandes entreprises de faire un rapport de performance extra-financière. Bon, ça peut être un commissaire aux comptes accrédité COFRAC, techniquement c'est comme ça que ça s'appelle, qui va valider ce qui est dans le rapport de performance extra-financière. Bon, c'est un peu technique. Ça peut être aussi un partenariat avec une ONG. Bon, il y a plusieurs solutions. Mais il faut qu'il y ait un tiers de confiance extérieur à vous qui vienne valider ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'on l'a évoqué, souvent les entreprises, même elles sont de bonne foi, et de bonne foi elles pensent que ce qu'elles disent est vrai et valide, alors que ça ne l'est pas du tout. Dans les dizaines d'entreprises que j'ai pu suivre, vous avez presque toujours, ils ne savent pas, enfin ils se trompent sur le point de responsabilité sociale et environnementale qui pose problème. C'est-à-dire ils pensent que chez eux, ils ont un problème de mixité, de parité, alors qu'en fait, ils ont un problème de pollution par métaux lourds. Vous voyez? Donc, ils n'ont jamais l'œil exactement sur leurs problèmes. Il y a toujours une déformation. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un œil extérieur, un tiers de confiance extérieur. Donc, ne pas tomber dans les 8 types de mensonges, ça c'est la première règle de la méthode. Et la deuxième règle de la méthode, c'est avoir un tiers de confiance. Et c'est ça c'est à ça que je les forme et je leur fais faire beaucoup de cas pratiques. Et après, au bout d'un an, ils sont bien outillés. Très bien. Gilda, pour revenir sur cette question des stratégies d'entreprise, parce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup avec ton agence, en fait, effectivement, le greenwashing, c'est la traduction aussi d'une stratégie d'entreprise qui n'est peut-être pas claire sur ses enjeux de RSE. Donc, comment est-ce que toi, parce que c'est le rôle aussi des communicants, justement, d'aller chercher chez le client, de le faire... d'aller plus loin dans sa démarche et d'aller chercher ses preuves de vérité, ces insights. Comment est-ce que tu accompagnes les entreprises justement sur toute cette réflexion stratégique? Bon alors, vous avez 1 heure parce que
J'ai plein de trucs qui me viennent en tête, alors je vais essayer de les trier. Je pense que pour rebondir sur ce que vient de dire Alexandre, nous, on est très concernés par l'acculturation de nos clients et de leurs dirigeants. Par exemple, on organise des petits déjeuners autour des dirigeants et dirigeantes parmi nos clients avec des gens qui ne connaissent pas. Le président d'Erta on prend des petits déjeuners avec des véganes, il ne les rencontre jamais. Ce n'est pas des réunions de parties prenantes au sens méthodologique ISO 26000 du terme, c'est vraiment comment est-ce que je prends conscience d'avis qui sont des avis repoussoirs, qu'ils considèrent comme étant un risque réputationnel, etc., alors que ça crée de l'innovation, ça crée une nouvelle vision. Donc ça, c'est un point qui me paraît super important. Mais je voudrais revenir, j'oublie pas ta question, je voudrais revenir sur le sujet fondamental de notre métier et de nos métiers ici. C'est que nous sommes, dans le secteur de la communication, nous sommes des professionnels qui mettons de l'emphase. C'est-à-dire nous pointons un sujet, que ce soit en 30 secondes, en 50 minutes, on décide à un moment donné de montrer et donc de faire émerger un sujet parmi tant d'autres. J'aime bien dire que la transition écologique, ou la RSE, c'est l'ours blanc sur la banquise jusqu'aux handicapés dans l'entreprise. Vous imaginez la difficulté qu'on a dans le jury des films spots qui ont été projetés pour nombre d'entre eux tout à l'heure, de faire le tri sur des sujets aussi différents que l'empowerment au féminin ou des crises sociales ou climatiques ou que sais-je. Bon. Donc, ou les eaux usées. Donc on a plein de sujets. Or nous, on sait que le citoyen, le consommateur, même aussi cultivé soit-il, conscient ou curieux soit-il, il ne peut pas imprimer tout ce qu'on met dans une DPEF, c'est-à-dire dans tous ces rapports qui notent au fur et à mesure les évolutions et les progrès sur les initiatives sociales, sociétales, environnementales. Donc il faut bien qu'on fasse émerger un point d'appui qui permette de donner de l'intérêt et donner envie d'aller voir, de descendre dans la soute. Donc moi j'aime bien dire qu'il y a toute la partie immergée, c'est-à-dire tout ce qui concourt aux efforts, aux engagements, aux initiatives mesurées, mesurables, auditables d'une entreprise ou d'une organisation. Mais j'ai vu le film Guerlain tout à l'heure, que j'ai revu. Chez Guerlain, on a beaucoup travaillé sur les abeilles, parce que c'est un des sujets, la biodiversité. Mais parce que le sujet iconique de l'abeille qui connecte à la biodiversité et donc à la naturalité du produit et donc à la traçabilité et donc voilà, tout d'un coup nous autorise à penser que le consommateur ou la consommatrice va avoir quelques minutes d'intérêt et de curiosité pour aller voir plus loin comment sont faits les efforts sur le flaconnage, sur le packaging, sur que sais-je, plein d'autres sujets. Donc voilà, c'est une question de hiérarchie. Après, la grande question, je le dis toujours, c'est une question de dosage. Et quand je reviens à l'emphase, le problème de ce qu'on appelle le greenwashing, c'est Thomas Kostler qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle « Le piège du héros », c'est sortir d'une position haute en disant « je vais sauver les lapins blancs ». Non, non, tu fais du chocolat, tu fais du dentifrice, tu vas pas sauver les lapins, tu vas pas sauver les ours blancs, tu vas pas... C'est pas vrai en fait, personne ne croit ça. Et donc c'est sortir de tous ces messages globalisants et revenir à là où on peut circonscrire vraiment, pleinement, consciemment, là où on a un moyen d'action. Je parle d'une marque que j'aime beaucoup et que j'accompagne, qui est le cognac NC. On peut parler de plein de choses, mais le sujet, c'est quand même les intrants dans la viticulture en France. C'est ça le sujet, c'est les sols. Voilà. Alors on peut parler de plein de trucs, parce qu'il faut améliorer, encore une fois, le packaging, mais le sujet, donc il faut prioriser, décider d'y mettre des investissements et de l'énergie, et après, ne pas prétendre sauver la vigne française. Voilà. C'est ça l'emphase. Et pour refiler le ballon à Luc,
le problème, alors j'ai un autre message, c'est ça n'est pas que la publicité. Luc a raison, ça n'est pas que la publicité. Et si ça a dérapé dans nos mesures de la RPP, de l'autorité régulation professionnelle de la publicité, c'est le jour où on a dit « Ah, on ne va pas regarder que la publicité. Publicité, ça veut dire média. On va aller regarder aussi tout ce qu'il y a sur YouTube, sur Facebook, etc. » Et là, on se retrouve avec n'importe quoi. C'est-à-dire, tout le monde fait n'importe quoi parce que, comme il n'y a pas de flic au coin de la rue, ben, j'accélère. Donc, voilà. Et je te refile le ballon. Le sujet, pour nous, les professionnels de la communication dans les agences, que je représente avec Luc ici, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en 40 secondes quelque chose qui peut apporter un tout petit peu de vision de la complexité du sujet, sans faire d'emphase, alors qu'on est payé pour faire de la mémorisation. Voilà, je te file le ballon. Non, mais c'est vrai, mais ça me parle ce que tu dis. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'idée d'emphase, et tu as raison de rappeler qu'il y a 17 ou 18 OTD, et ils sont tous très différents. Et je pense qu'il y a un sujet pour les marques, déjà, c'est de savoir choisir ses combats. On ne peut pas être de tous les combats à la fois. Et pour le coup, je pense aussi qu'il faut que les publics soient un peu indulgents avec les marques. On ne peut pas être bon en tout. Et il faut aussi accepter qu'une marque, Patagonia, elle défend l'environnement. Alors peut-être elle fait des trucs super bien pour la parité homme-femme ou la communauté LGBTQI+, mais son combat prioritaire, c'est l'environnement. Et on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Et d'ailleurs, si on essaye de l'être, on est mauvais un peu partout. Et de la même manière qu'avant, il y avait des marques qui étaient positionnées, des marques d'automobile qui étaient positionnées soit sur la sécurité, soit sur le plaisir, et qu'on cherchait l'USP. Je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver un peu le combat prioritaire, responsable de la marque. Et si on est concentré sur un ou deux objectifs, et qu'on est expert de ces objectifs-là, sans doute on a moins de chances de faire des erreurs que si on se disperse et qu'on essaye d'être bon partout, en communication. Je pense déjà être expert de son combat, c'est déjà intéressant, et je rejoins Gilda là-dessus. Le deuxième point, c'est effectivement la publicité, forcément, et la publicité notamment média, ça a toujours été un exercice de simplification, de concision, de mettre tout dans un rectangle. Une affiche, une annonce presse, c'est qu'un rectangle. Et même un film élaboré, j'en ai fait avec Émeric dans la salle, a priori, on a rarement plus d'une minute pour s'exprimer, en tout cas. Et évidemment, les sujets qu'on traite ne sont pas des sujets qui sont simples, ils sont complexes. Et pour déjouer ça, je pense qu'il y a pas mal de techniques pour éviter ce piège. Je pense qu'il y en a un premier qui est un peu mécanique. Ce que j'essaye toujours de faire, c'est de dire que la publicité ne vit pas seule, elle vit dans un écosystème de communication. Et donc, déjà dans la publicité, la partie émergent de l'iceberg, déjà quelque chose de vrai, de sincère, et après renvoyer sur d'autres sources pour que les gens puissent se renseigner davantage. Donc avoir un discours de preuve, mais aussi renvoyer sur un site internet, sur un landing page, à une brochure pour en savoir plus, parce que c'est vrai que dans une affiche ou un spot télé, on ne peut pas tout dire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est peut-être le mot qui m'est le plus à cœur aujourd'hui, j'ai une chemise avec un cœur, donc je parle du cœur, c'est l'humilité. Je pense qu'il faut être extrêmement humble par rapport à ces sujets. Personne n'a les réponses à tous ces sujets. Et d'un point de vue même créatif, il y a un truc que je trouve fascinant, c'est que même avant que je m'intéresse à des sujets écologiques, en tant que jeune publicitaire, j'étais fasciné par la créativité. Et pour moi, la créativité, c'était une forme d'humilité. Dans l'histoire de la publicité, à mon sens, il n'y a qu'un seul génie, c'est Bill Bernbach, qui était un Américain dans les années 50-60, qui a inventé la publicité moderne et qui fait passer la publicité de la réclame à la publicité. Et la réclame, c'est en gros, regardez mon produit, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort, regardez-moi, je suis parfait, et c'est un discours moi-je. Et on n'aime pas les gens qui sont moi-je, hein. C'est chiant les gens qui sont parfaits, qui prétendent être parfaits et qui sont formidables, et qui sont extrêmement bien pensants et qui ont toutes les qualités du monde. Et Bernbach arrive et il dit, non, les marques c'est comme les êtres humains, en fait, il faut admettre ses défauts et faisons preuve d'humilité qu'on va se faire aimer.
Parce qu'on aime les gens aussi pour leurs imperfections. Et donc, il arrive avec des campagnes pour Volkswagen où il dit, en fait, ma voiture, elle n'est pas super belle, mais bon, c'est un moyen de transport qui permet d'aller à A, B. Et surtout, il fait une campagne qui, je trouve, résonne toujours aujourd'hui, qui est Avis. We try hard. On fait de notre mieux. On essaye. Et c'est le premier publicitaire à montrer, non pas ce qui était parfait, mais le chemin qu'il y avait à parcourir. Et il montre des cendriers dégueulasses dans des voitures d'Avis. Et il dit, we have to try harder. Il faut faire plus d'efforts. Et il invente l'humilité en publicité. Et en faisant ça, en fait, il est incroyablement créatif. Et d'ailleurs, toutes les grandes marques créatives ont toujours été humbles. Et ce qui est intéressant dans le greenwashing, c'est que non seulement c'est pas responsable, mais c'est chiant à mourir. C'est pas créatif pour un sou. Parce que les marques qui font du greenwashing disent moi je, regardez, je suis formidable, regardez, je vais faire ça, je vais être carbon neutral, j'ai pris ces 20 engagements. Ils parlent que d'eux. Ça rejoint ce que tu disais, Gildas, sur le fait qu'ils sont dans leur monde à eux, ils ne regardent pas ce qu'il y a autour d'eux, ils ne se prennent pas en compte les consommateurs, les consommatrices, les parties prenantes, les associations, le monde dans lequel ils vivent. Et du coup, moi, le greenwashing, ça me fait chier parce que ce n'est pas juste déontologiquement nul, mais c'est créativement nul. Et où moi je vois un espoir, c'est de dire qu'en fait, ce qui a toujours, et c'est Bernbach qui l'avait compris dans les années 50, ce qui a toujours fait une grande publicité, c'est l'humilité. Et pour éviter le greenwashing, la meilleure manière d'éviter le greenwashing, c'est en fait d'être humble. Et les grandes campagnes écologiques sont humbles. Quand Patagonia dit « Don't buy this jacket », avant d'acheter un nouveau blouson chez nous, pensez à le réparer. C'est une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité. On parle souvent du fait que les marques doivent s'inscrire dans un chemin de progrès, admettre qu'elles ont des faiblesses. Bernbach faisait ça déjà dans les années 60. Et qu'est-ce que c'est beaucoup plus kiffant de faire une publicité qui n'est pas du greenwashing. Le greenwashing, il n'y a aucune pub de greenwashing qui est bien créativement. Et donc, où je vois un espoir, moi, c'est en fait, créativité, responsabilité, même combat. Des pubs créatives sont des pubs qui sont à la fois très humbles sur le fond et très ambitieuses dans la forme. Humilité de la marque et d'entreprise dans le fond, ambition dans la forme. Et battre le greenwashing, c'est faire ça aussi. Ne pas être arrogant dans le fond, pas être moi, regardez comme je suis formidable, ma marque elle est comme ci, elle est comme ça, je vais sauver le monde, je vais sauver les ours, le hero complex dont tu parlais, Gilda. Donc sur la fond, une humilité, et dans la forme de l'originalité. Pas utiliser des mots galvaudés et co-responsables, des mots flous, des mots que tout le monde a entendu 1000 fois. Et donc la recette pour la créativité, c'est la même chose que la recette contre le greenwashing, et tant mieux. Alexandre. Oui, mais j'ajoute un petit quelque chose, c'est que on avait essayé de recenser les meilleures campagnes internationales qui portaient sur l'environnement et le développement durable. Donc on en avait 60, des campagnes très innovantes, très créatives. Et puis il y a quelques temps, là, quelques semaines, je regarde ça avec un collègue et on se dit mais en fait c'est tout simplement les meilleures campagnes depuis 10 ans. Ce n'est pas les meilleures campagnes sur l'environnement et le développement durable, c'est les meilleures campagnes. C'est-à-dire que non seulement ne pas faire de greenwashing, ça ne réduit pas les campagnes, mais au contraire, c'est créativité et responsabilité, oui, c'est ça, les deux sont intimement liés aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les années 80, je n'ai pas connu, mais 90 que j'ai bien connu, quand il y avait des concours des meilleures campagnes de l'année, c'était des campagnes de bagnoles, c'était des campagnes de parfums. Aujourd'hui, les meilleures campagnes, c'est pour des grandes causes. C'est pour des grandes causes. Oui, je dirais encore plus pour rebondir. Moi, je trouve que les gens qui font bouger les lignes aujourd'hui sont des gens extrêmement créatifs. Il y a une forme de créativité quand Greta Thunberg fait la grève de l'école. Normalement, on ne fait pas de grève de l'école, on fait la grève du travail, mais pas la grève de l'école, c'est une idée créative. Moi, je trouve que le plus beau logo des 10 dernières années, c'est celui d'Extinction Rebellion. Il est formidable. Extinction Rebellion. Il est formidable, ce logo.
C'est un sablier qui nous rappelle que le temps passe. Il y a ce rond qui nous fait peu penser à leur côté un peu altermondialiste, anarchiste. En même temps, il y a un côté un peu la marque jaune. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement épuré, ça frappe les esprits. C'est génial comme logo. Enfin, on brieferait 15 agences de design, il ne ferait pas mieux. Et même quand moi j'ai acheté le livre de Extinction Rebellion sur le mode opératoire, il y a le mot creativity en anglais tous les deux mots. Deux pages, pardon. Deux mots, peut-être pas, j'exagère un peu. Mais ils disent qu'il faut être créatif dans la manière de manifester. Il faut, quand ils vont à Piccadilly Circus, ils y vont avec un grand bateau rose ou un sous-marin jaune. Ils font des courts-métrages extraordinaires avec Emma Thompson. La créativité doit être un levier de changement des mentalités. Et moi, ce qui me désespère dans le greenwashing, c'est bien sûr, ça crée de la confusion. Bien sûr, il y a une perte de confiance. Et puis surtout, c'est aussi très chiant, quoi. Ok. Alors, pour finir, avant de passer aux questions-réponses, je voudrais vous demander à chacun de vous une bonne campagne responsable en 3 mots, c'est quoi? Moi, je vais me répéter, mais comme disaient les publicités américains dans les années 50, repetition is reputation, and reputation is repetition. Non, je dirais cette tension entre l'humilité et l'audace, justement humble sur le fond, mais audacieux dans la forme. Et puis, je rajouterais à ça le courage. Et ce que je souhaiterais peut-être, c'est que la recrudescence du greenwashing et cette défiance du public envers les marques ne fasse pas perdre le courage dans les marques qui font bien les choses. Ce que j'ai trouvé chouette ces dernières années, c'est que les marques ont commencé à s'exprimer et pas avoir peur quand elles faisaient les choses bien de le dire. Et ça crée de l'espoir, ça crée de l'émulation. Ça crée de la compétitivité environnementale. Et j'espère que... Et c'est ça qui me fait chier dans le greenwashing, c'est que j'espère que ça ne va pas créer une défiance dans le public qui fait que les marques qui font bien les choses n'oseront plus le dire. Parce qu'on a besoin de faire changer les lignes, on a besoin d'agir. Et si tout le monde a peur de se faire taper sur les doigts tout le temps, on n'arrivera pas à grand-chose. Merci, Gilda. Oui, c'est ce qu'on appelle le green hiding depuis longtemps, c'est-à-dire cette façon de scléroser la capacité et le courage de dire. Donc moi, je pense que la notion de courage, elle est essentielle parce que annoncer des belles initiatives, des chouettes engagements, des gros investissements, ça nécessite de rappeler les enjeux à chaque fois. Et rappeler les enjeux aux gens, c'est pas facile. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, je vous en parlais, quand Nespresso, quand on travaillait là-dessus en disant, mais tant que ça fait plus de 10 ans d'ailleurs, tant que n'est pas réglé, tant que n'est pas traité, tant que n'est pas verbalisé le sujet de la fin de vie de la capsule, tout ce qu'on fait est indicible, est inaudible. Et quand une marque ou une entreprise, à ce moment-là, rentre dans ses réflexes marketing, elle écoute ses consommateurs, elle prend un panel de consommateurs, et à l'époque, les consommateurs, ils disaient bon, « c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ?» Il n'y avait pas de problème. Et donc, c'est le courage, on revient à la culture, à l'ouverture, c'est le courage d'apprécier le monde qui vient, de sortir de son, j'allais être grossier, mais c'est enregistré, mais de cette manie de l'ADNocentrisme, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, auquel tu faisais référence, et pouvoir du coup avoir assez de courage pour dire bah ouais, ça crame. Ouais, ça crame. Oui, on met des intrants dans les vignes et on en met beaucoup. Donc, nous, on va s'engager à en diminuer de 20% d'ici 2023, 50%. Et tant qu'on n'a pas le courage de dire le problème, bah, on n'a pas de prise avec la solution. Donc, et puis, encore une fois, parce qu'il a pris 3 mots et j'en prends 4, il faut absolument, je parlais de l'état psychique de nos concitoyens et de nous-mêmes. On est fatigué, on est extrêmement angoissé, on est inquiet. On a besoin aussi que la communication, elle dise des choses sur le monde qui vient. Et le monde qu'il est, c'est pas aussi binaire qu'on le raconte. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Le monde n'est pas en noir et blanc. C'est vrai qu'on est souvent dans le gris. Mais nous, les gens de communication, on est là aussi pour faire remonter ce qui peut encore nous mettre en mouvement. Sinon, comme dit Souchon, il n'y a plus qu'à aller s'asseoir par terre. Alexandre. 5 mots, parler vrai, tiers de confiance.
D'accord. Ok, moi j'ajouterais aussi sincérité, parce que sans sincérité, effectivement, on n'y arrive pas. Je termine avec une citation de Julia Faure, qui est cofondatrice de la marque Loom, une marque de vêtements éthiques, et qui est une militante du textile durable. Et elle dit: le greenwashing est dangereux car il nous décourage de changer nos modes de consommation. Il nous fait croire que le problème est résolu. Il nous endort alors que la maison brûle. Voilà. Merci messieurs, et la parole est à vous pour vos questions. Allez, une question quand même. Oui. Merci, merci à vous quatre. Je vais être un peu cash en fait, en tant que consommatrice. Moi, je vis dans un monde avec beaucoup d'infobésité et je me demande si dans 10 ans, vos métiers seront encore là. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que les marques, est-ce qu'on a envie que les marques, elles nous parlent d'elles? Est-ce que l'humilité, c'est pas de se taire en fait? J'ai pas besoin de pub d'Air France, en fait. Je tape dans un moteur de recherche et le moteur de recherche me dit quelle compagnie correspond le mieux à mon besoin à un moment donné. J'ai pas besoin que les marques me disent que le monde est moche, je le vois très bien. J'ai pas besoin de ça. Limite, j'ai besoin de journalisme. Je dis pas parce que je suis journaliste, mais j'ai besoin de documentaristes. J'ai besoin de gens qui vont s'interviewer. Mais voilà, que les marques prennent sans cesse la parole, qu'ils prennent mon temps de cerveau disponible. En fait, voilà, moi j'en suis là aujourd'hui, et pour moi, la transition, elle est dans vos métiers aussi. Voilà, que vous ayez un rôle de conseil, oui, d'accord, mais voilà, c'était ma question un peu cash. Ouais, non, mais moi, ça me touche beaucoup. Merci. Il y a plusieurs choses dans ce que vous disiez. Je vais essayer de répondre. Après, c'est un vaste sujet, mais moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup trop de messages publicitaires aujourd'hui. Je l'ai un peu dit tout à l'heure en disant, voilà, c'est toujours la course à l'échalote, on produit du contenu. Moi, je suis pour faire une communication, on fait moins mais mieux. Donc, typiquement, je veux dire à mes clients, plutôt que de poster tous les jours des trucs sur les réseaux sociaux qui saoulent tout le monde, faites une belle campagne par an qui a du sens. Ça sera à la fois plus responsable et aussi plus efficace. Voilà. Et moi, je suis contre le fait que la publicité est tombée dans une sorte de productivisme qui fait qu'on baisse la qualité, qualité y compris pour les récepteurs et les gens qui le reçoivent, au détriment de toujours plus de quantité, de plus de quantité, de plus de quantité. Peut-être que je suis un vieux con, mais je trouve qu'il faut parler avec parcimonie. Et souvent, alors que j'ai beaucoup parlé là, mais en général, on écoute les gens qui parlent peu, mais bien. Donc je vous rejoins là-dessus, je trouve qu'il y a trop de messages publicitaires aujourd'hui et je pense que les smartphones et les réseaux sociaux ont ouvert des vannes dont on n'a pas fini de voir les dégâts environnementaux, mais aussi en termes de santé mentale. Par exemple, sur les gens, vous parliez des notifications, la sursollicitation, et à titre personnel, je suis contre cette forme de communication. Donc je suis pour faire moins et mieux. Après, sur la question de la publicité en tant que telle, moi, j'ai une vision de la publicité qui est assez large. C'est-à-dire que je pense que la publicité a toujours existé. C'est-à-dire que les entreprises ou les organismes de pouvoir ont toujours rendu public dans la cité des messages. Je m'explique. Pour moi, la publicité, c'est pas juste pour faire vendre. Une campagne de sécurité routière ou la prévention routière n'était pas faite pour vendre. Elle était là pour sensibiliser. Et je pense que par le passé, il y a eu d'autres formes de publicité. Louis XIV, le roi Soleil, il faisait sa publicité en demandant aux artistes de le prendre son tableau qu'on retrouve maintenant dans le Louvre. Il aurait été sans doute beaucoup moins rayonnant sans les publicitaires de l'époque qui étaient les peintres qui le faisaient son portrait. Il faisait la publicité de la monarchie absolue. Quand vous visitez Rome ou Venise, vous visitez une église, vous vous rendez compte que le peintre ou les peintres ou l'atelier, l'agence qui a gagné l'appel d'offres pour peindre cette belle église à Rome et à Venise a fait un appel d'offres contre 4 autres peintres. Ils sont mis les bâtons dans les roues, enfin, exactement comme nous aujourd'hui, pour gagner cet appel d'offres public. Et donc, ils faisaient aussi de la publicité, mais pour l'église, qui était le pouvoir dominant aussi. Et aujourd'hui, après la guerre, la publicité a été mise au service du capitalisme dominant, qui était un capitalisme de la consommation. Et donc les publicitaires ont
encourager la consommation. Et c'était parce que c'était l'époque. Et quelque part, avec du recul, c'est sûr qu'après la guerre, les 30 Glorieuses, avoir une voiture, être mobile, pouvoir accéder à la nourriture via la grande consommation, pouvoir voyager avec l'avion, ça avait l'air pas si mal. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça est écocide. Et donc, si Bruno Le Maire parle d'un nouveau capitalisme, moi, j'aimerais inventer une nouvelle publicité qui va avec. Je ne pense pas un seul instant que les entreprises arrêteront de communiquer. On peut dire que la publicité, c'est nul, mais je ne sais pas comment l'arrêter en réalité. Parce que tant qu'il y aura des entreprises, tant qu'il y aura un pouvoir, il y aura toujours de la publicité. La question, c'est quel type de publicité on veut créer. Et moi, j'ai envie de créer une publicité qui, quantitativement, soit un peu moindre et qui soit plus qualitative. Et en termes de message, j'ai envie de promouvoir des entreprises qui font la promotion de modes de consommation plus durables, plus soutenables, plus responsables. J'ai fait la pub pour les groupes Gobi qui sont ici, j'ai fait la pub pour Too Good To Go, j'ai fait la pub pour la ruche qui dit oui, j'ai aussi fait la pub pour des grandes marques, des grandes entreprises comme LVMH ou Bouygues, mais toujours sous un angle RSE. Et je pense qu'il faut, dans l'espace public, que la publicité joue un rôle pour promouvoir justement les modes de consommation et les styles de vie qui sont plus soutenables et rendre ce qui est soutenable cool. Pour que les gens aspirent à ça. Alors peut-être vous aspirez déjà à ça, mais il y a plein de gens qu'il faut convaincre que c'est plus cool finalement de consommer local ou de consommer de manière responsable plutôt que de consommer des choses qui sont écologiquement et socialement pas soutenables. Moi, je vais rajouter un truc qui me tient à cœur, c'est que il faut voir dans quel monde vraiment on est. Là, je vais commencer à être plus grave. C'est que quand on dit on veut moins de publicité, ce qui est en train d'advenir, quand on regarde les investissements médias des grandes marques et des grands annonceurs, ça va où? Ça va dans des GAFAM, ça va dans des data, ça va dans une... Quand tu parles, parce qu'on se connaît, Colline, quand tu parles de moi, c'est simple, je vais sur Internet et je sais toute seule. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, elle n'est pas vraie. Ça n'est pas la solution que nous souhaitons. Alors là, je mets ma casquette corporatiste. On est très inquiet de voir qu'aujourd'hui, les grands moyens d'influence dans un système marchand capitaliste, qui est de te faire préférer un voyage ou un autre, une paire de pompes ou une autre, ou que sais-je, ou une police d'assurance, qu'aujourd'hui, ça ne s'inscrive de moins en moins dans la partie visible et donc régulée et régulable de notre société. Et quand on va perdre ça, et je vous alerte, parce que ce propos dominant dans la société, que je comprends par ailleurs, je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire une lassitude et un problème sur le droit d'opérer de la publicité. Mais il faut bien retourner la crêpe. Il faut voir quels sont les gens qui aujourd'hui captent le plus de moyens financiers, des sommes énormes, des dizaines de milliards d'investissements qui vont dans des GAFAM, dans des YouTube et autres, et qui là sont hors tout contrôle de notre régulation professionnelle. Je vais rajouter un autre truc, c'est que sur l'infobésité, pour donner quand même une bonne nouvelle et pas qu'une mauvaise, mais ça nécessite quand même de bien creuser le sujet. Aujourd'hui, la relation qui a toujours existé entre information et communication, elle a tous les moyens et les supports d'expression et on a les possibilités de le faire dans nos agences et d'exprimer qu'il faut privilégier ce temps long, le temps de la conversation, etc., etc. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est, et moi je conclurai là-dessus, c'est que la mesure carbone de toutes nos productions et la production audiovisuelle avec la production digitale est un énorme gouffre et très émissif. Aujourd'hui, moi je peux citer des grandes marques, je pense à Orange, qui est en train de réfléchir sur le fait de déconstruire le fait qu'un communicant, il y a 1600 communicants dans le groupe Orange, 1600 personnes, eh bien, ils sont en train de réfléchir en disant il ne faut pas que la valeur d'un communicant dans notre organisation soit celui qui communique le plus. Parce que maintenant qu'on met des outils de mesure carbone
de la production, il faut absolument décélérer et aller vers une communication plus sobre. Voilà, je te devais une note un peu plus optimiste que la première. Non, mais juste rebondir vite dessus, parce que c'est le sujet qui me passionne davantage que le greenwashing en tant que tel, mais je rejoins Gilda, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc, c'est qu'on parle de publicité, mais en fait, nous, on est des publicitaires et on dit qu'on fait de la pub, et ça se voit. Et je rejoins Gilda, c'est-à-dire que vous tapez sur Internet, c'est formidable, mais il y a beaucoup de journalistes qui ne veulent pas m'interviewer parce que c'est ringard maintenant des publicitaires. C'est pas très grave, hein. Je suis quand même invité ici, donc tout va bien. Mon ego, non. Mais ça m'a fait rire. La personne qui m'aide dans la communication a dit, mais Luc, les journalistes ne veulent plus interviewer le publicitaire, ils veulent interviewer la tech. Non, mais c'est quoi la tech? C'est quoi Google ou Facebook? C'est les plus grandes régies publicitaires au monde. Point. 90% de leur revenu est publicitaire. Ils parlent d'autre chose, mais ce sont des énormes régies publicitaires. Donc la question, c'est, je ne suis pas contre eux, mais quelle publicité souhaite-t-on avoir? Est-ce qu'on veut une publicité régulée, avec des organismes de contrôle, qui dit son nom? Ou est-ce qu'on veut une publicité, on peut parler de greenwashing ou de social washing là, ou une publicité qui ne dit pas son nom, qui dit do no evil, qui est complètement dérégulée, qui est mondialisée, qui utilise des fonds offshore et qu'on ne voit même pas. Il est là le choix, il est là le combat. Et journaliste, mon frère est journaliste, et je sais que j'ai un grand respect pour les journalistes, mais vous savez aussi comme moi qu'il y a journalistes et journalistes. Et que les journalistes réellement indépendants par le pouvoir des marques, ce n'est pas le cas de tous les journalistes, malheureusement. Oui, il nous reste 3 minutes, donc rapidement, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je voudrais faire juste une petite remarque sur cette question, c'est que j'ai l'impression que notre métier, c'est la communication. La communication, c'est l'art de convaincre, l'art de persuader. C'est difficile de s'en débarrasser complètement, c'est-à-dire ça a quand même un rôle social. Mais ce que j'entends dans votre question, c'est en fait la mort de la marque. C'est-à-dire que ce que la plupart des entreprises, des grandes entreprises notamment, mais pas seulement, n'ont pas compris, c'est la mort de la marque. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens croient encore qu'il peut y avoir des entreprises qui font des choses positives, elles croient qu'il peut y avoir des produits ou des services qui peuvent avoir une fonction, mais la marque, ça sert à quoi? Et les marques, en fait, ont absorbé absorbent toutes les critiques. Et donc, traîner des marques, c'est dangereux. C'est Kinder, c'est Coca-Cola, c'est McDonald's. Les marques les plus fortes sont les plus attaquées. Donc je pense qu'on va évoluer vers une communication qui ne va pas être une communication de marque. C'est fini. Les directrices de marque, directeurs de marque dans les boîtes, à mon avis, c'est fini. Ça ne va plus être de la communication de marque, ça va être soit de la communication d'entreprise, soit de la communication produit. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? Non? Non? Donc, Luc, tu voulais rajouter quelque chose et puis après on va conclure. Non, mais il y a plein de sujets. Moi, je pense quand même que j'entends qu'il y a beaucoup de pression sur les marques. Après, pour moi, les marques, ça véhicule un imaginaire. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est le faire et la marque, c'est le faire savoir. Et je pense qu'on a aussi besoin de mobiliser des imaginaires alternatifs dans la culture populaire, c'est-à-dire qu'il faut des imaginaires alternatifs dans le journalisme, dans les séries qu'on regarde à la télé, mais aussi dans la publicité. Et j'ai envie de croire que les marques peuvent non pas cacher des choses, mais au contraire mettre en musique des choses pour inspirer les gens. J'ai envie de croire en ça et j'ai envie de croire que les marques sont quand même l'âme des entreprises qui s'exprime de manière sincère et qui peut embarquer des gens. Et qu'une belle histoire, ce n'est pas forcément une histoire factice, que ça peut aussi inspirer les gens. Je pense aussi que la communication de marque est importante, ne serait-ce que pour que les jeunes aient encore envie de travailler dans les entreprises. Les startups, ils ont des belles histoires, parfois un peu fausses, mais elles racontent des belles histoires qui mobilisent. Et je pense qu'on a besoin de l'imagination pour mobiliser les gens. Oui, mais les belles histoires, c'est des histoires soit de l'entreprise, soit des produits. C'est-à-dire dans les grandes campagnes responsables, l'histoire qui est derrière, c'est pas du baratin, c'est pas Captain Cook ou je sais pas quoi. Non, c'est une histoire vraie. Et une histoire vraie de la naissance de l'entreprise et des produits.
Le Veja, par exemple, voilà. Veja, bon, il se trouve que ça s'appelle Veja, mais ce qu'il raconte, c'est pas vraiment de la publicité sur la marque, c'est pas un style de vie, c'est l'aventure qui sont allés au Brésil, qu'ils étaient dans la forêt, qu'ils ont rencontré les seringueiros, voilà. Et puis ils mettent en avant les produits. Mais c'est pas de la publicité marque au sens classique du terme. Très bien, on va en arrêter là. Messieurs, merci beaucoup. Merci, à tous Catherine. et toutes d'avoir été là.